Bonjour, Tech Fest TV, troisième édition de Tech Fest ici à Grenoble, accès à Alpes Expo. On a le plaisir d'accueillir Patrick Pellata, qui a une longue carrière d'ingénieur et qui a, jusqu'à ces derniers temps, en fait, été le président de l'Académie des technologies. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la grande scène, en fait, et votre intervention, pourquoi vous êtes là et pourquoi la prise de parole est importante pour vous aujourd'hui? Alors d'abord, j'étais pas tout seul, on a été trois ou quatre à plancher sur des sujets assez variés. On est là parce que on a exactement les mêmes valeurs que Tech Fest en fait. Nous, on pense que la technologie, si elle est bien traitée, peut vraiment aider à résoudre beaucoup de problèmes, en particulier les problèmes de souveraineté, mais aussi les problèmes de lutte contre le réchauffement du climat, la décarbonation de l'économie. Et des choses qui sont moins connues, mais par exemple les pollutions par les PFAS, on a travaillé dessus, on fait des propositions concrètes, étagées dans le temps, hiérarchisées, raisonnées. Notre raison d'être, c'est pour une technologie choisie, raisonnée et partagée. Et voilà, je pense qu'on est à peu près sur les mêmes valeurs que Tech Fest. C'est pour ça qu'on est là. Et donc moi j'ai parlé aujourd'hui beaucoup de souveraineté énergétique qui va avec la décarbonation de l'économie pour le climat. Donc souveraineté, climat, c'est aussi notre combat. Oui, et c'est vrai que ça résonne ici à Grenoble plus particulièrement, effectivement, sur un territoire industriel qui est aussi très marqué par le besoin de frugalité, comme on dit. Alors on en a parlé avec Luc Julliard, on en a parlé avec Jean-Pascal Tricoire ce matin sur Schneider Electric. Voilà. Et donc, quel est votre point de vue là-dessus? Quelle est votre approche en fait? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui et pour le futur? Qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui, mais pour le futur, sur ces questions de responsabilité, finalement, des technologies? Oui, alors, les technologies... Ou de l'usage. C'est ce que l'efficacité et la sobriété ne pourront pas faire. Et la technologie pourra aussi aider énormément sur l'efficacité. Quelques exemples. La sobriété, par exemple, sur les mobilités, nous, on pense que ce serait très bien qu'on arrive à faire moins 20% sur les mobilités, mais on ne va pas arrêter de se déplacer. Les déplacements dans l'humanité, c'est ce qui a permis de connecter les gens, d'échanger, de s'enrichir, etc. On ne va pas arrêter. Par contre, effectivement, on peut faire un petit peu plus de vélo. Quand on peut utiliser un peu plus les transports en commun. Mais surtout, il va falloir décarboner ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, les voitures électriques, des camions électriques, faire des carburants durables, des carburants synthétiques pour les avions, même si c'est beaucoup d'énergie. Il va falloir qu'on fasse la même chose dans les usines. Tout ça, on a cherché à le décrire. Dans le bâtiment, il y a énormément de choses à faire aussi, avec la géothermie, avec passer à des chauffages pompes à chaleur, l'électrification, ce qu'on appelle, nous, le stockage intersaisonnier, c'est-à-dire on récupère la chaleur en été qu'on a en trop et on la stocke dans le sol et on la ressort en hiver, etc., etc. Donc il y a énormément de choses à faire dans tous ces domaines. Alors dans l'industrie, c'est extrêmement varié, ce qu'on peut faire dans la sidérurgie où on pollue aujourd'hui. Enfin, on envoie, c'est à peu près 6-7% du CO2 qui est envoyé dans l'atmosphère pour la sidérurgie. Il y a des solutions pour complètement décarboner la sidérurgie. Soit avec de l'hydrogène assez cher en électricité, soit en électrolyse directe du minerai de fer. Avec ça, on est très en amont en recherche. Et donc, on pousse toutes ces solutions. On essaie de montrer les enjeux qui sont derrière, les défis technologiques qu'il y a, et quelquefois les défis économiques et sociaux qu'il peut y avoir derrière aussi, parce que les technologies, ça marche que quand ça marche à la fin au niveau économique et quand c'est bien accepté par tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde y voit bien le bénéfice pour eux-mêmes et pour la société. Oui, alors ce que vous dites aussi correspond à des territoires de montagne. On utilise déjà dans l'intersaisonnalité que vous décrivez. Oui. Sur les territoires de montagne ici, c'est aussi utiliser l'industrie, mais aussi en montagne, avec les transformations actuelles, notamment sur l'hiver et les questions de température et d'environnement. Mais ça, on le fait. Il faut savoir qu'en France, Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'en France, on le fait beaucoup moins que dans les pays scandinaves. Tout à fait. Alors, en montagne, on pourrait faire pareil. Et puis que le Canada, par exemple. On ne peut que s'améliorer. Donc réduire tout ce qui est gaz et pétrole, en fait, les énergies fossiles, ça c'est vraiment une nécessité, c'est ce que vous dites. Oui, pour être souverain, il faut arrêter de dépendre des Russes ou de Trump. Finalement, du point de vue de la souveraineté, c'est en train d'être un peu pareil. Et surtout, il faut savoir que ça reste encore l'essentiel de l'énergie qu'on consomme. En France, c'est 60%. En Allemagne, c'est 77% de l'énergie consommée, c'est des fossiles.
Donc ça envoie du CO2 dans l'air et à un moment, on dépend des uns ou des autres. Et on ne fait pas toujours, dans ce cas-là, on n'est pas toujours complètement indépendant. On ne peut pas faire exactement ce qu'on voudrait. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Et pour faire ça, donc la France est en avance, on n'est qu'à 60%, parce qu'on a décarboné à 95% notre électricité. Mais maintenant, il faut les 60%, il faut encore se substituer à ça avec de l'électrification des mobilités, donc les voitures électriques, d'électrification du chauffage, de l'habitat, d'électrification des usines, ou bien l'utilisation de la biomasse, mais dont on pense qu'elle pourrait compter pour peut-être à peu près un quart de cette décarbonation qu'il faut faire dans l'ensemble de l'économie. Donc c'est important. Il y a des conséquences quand même sur les campagnes, les forêts, etc., qu'il faut bien jauger. Le rapport qu'on a fait avec l'Académie de l'agriculture montre un peu les limites que ça a, mais quand même, on devrait arriver à 20%, 25% de la décarbonation via la biomasse et le reste via l'électricité, quelquefois en passant électricité, hydrogène, décarbonation. Alors, 2 questions. Est-ce que ça ne risque pas de créer de nouvelles dépendances? Parce qu'évidemment, quand on abandonne quelque chose, on prend quelque chose à la place. Alors, est-ce qu'il faut vraiment répartir? Comment ne pas être sujet à de nouvelles dépendances? Alors effectivement, aujourd'hui, si on regarde à l'instant T, là, s'il fallait faire tout ça tout de suite, on serait dépendant de la Chine et donc il y a un moment où ça coincerait. Et donc c'est quand même quelque chose qui va se faire dans la durée. Hein. L'électrification du parc automobile, on a 20 ans devant nous, un peu plus même. Donc en 20 ans, on peut faire des usines de batteries, on peut aller chercher du nickel, on en a à Nouméa, hein, oui, Nouvelle-Calédonie, s'en occuper un peu, mais aussi on peut passer des accords avec des pays variés pour être sûr qu'on en aura toujours. Et dans ce cas-là, si on a des technologies qui permettent de mieux respecter l'environnement de ces pays, si on apporte les technologies en même temps, c'est plus facile de faire des accords pour s'approvisionner en lithium, en nickel, en cuivre, mais aussi en batterie. Et donc dans tout ce qu'il y a en amont des batteries en poudre, etc., en éolienne, avec les terres rares dont on a besoin pour ça, il y a des gens qui travaillent en France sur quelles alternatives aux terres rares pour les éoliennes et certains gros moteurs électriques. En résumé, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est un peu ça. Voilà, aussi. il faut être varié, il faut être aussi conscient qu'on a des pays amis, qu'on a des pays neutres et qu'on a des pays sur lesquels on ne peut plus trop compter. Et donc ça repose des questions de souveraineté de façon assez moderne. Et nous, on pense que l'Europe, plutôt en avance sur ce qui est la décarbonation de l'économie, l'Europe peut être en avance sur ce sujet-là, peut apporter ces technologies à des pays qui ont des ressources minières et qui seront contents qu'on les aide sur ces ressources minières, à l'extraction de ces ressources, sans abîmer l'environnement en temps. Et ça, c'est des technologies. Et il faut qu'on soit moteur, innovateur dans ces domaines-là pour être souverain à la fin. Alors 2 mots. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience à l'Académie des technologies? Vous connaissiez bien avant d'être notre président et voilà, de la diriger et de la coordonner. Qu'est-ce que vous retenez de ce mandat en fait, qui vous a été confié? On ne connaît pas assez l'Académie des technologies, il y a énormément de ressources. Enfin, voilà, vous produisez énormément et c'est vraiment un rôle. Oui, c'est ça. Donc on est 370 à peu près. Là-dedans, il y a des gens qui sont assez âgés, qui apportent quelquefois de l'expérience, mais qui sont moins dans le coup des technologies. Mais on est quand même nombreux. On a des gens qui ont 45 ans. Hein, on a aussi. Et on a des réseaux tous, parce on a été responsable de la recherche et développement d'une grande entreprise, d'entreprises plus petites. Le patron de Poma est un membre de l'Académie, donc des patrons de PME comme ça, qui savent ce que c'est que la technologie, qui savent aussi ce que c'est que les exporter mondialement. Qu'est-ce que j'ai appris ? Moi, je connaissais bien mon secteur en technologie, j'étais à peu près dans le coup et j'essaie d'y rester. Mais par contre, je me suis aperçu de l'immense étendue des innovations possibles et des ressources qu'on a en France et en Europe. Et je pense qu'on broie du noir un peu en France sur ces sujets-là. Depuis le rapport Draghi, on pense qu'on n'est pas bon. Oui, on pourrait être bien meilleur, ça c'est une évidence. Mais on n'est pas si mauvais que ça. Il y a un rapport australien sur les développements technologiques qui sort tous les 4-5 ans, qui vient de sortir, et qui montre que
Maintenant, sur 64 technologies, je ne parle pas de science là, mais juste en dessous, il y a beaucoup de science dans les technologies, 64 champs technologiques, les Chinois sont devant sur 57. Les Américains sont derrière, mais ils sont premiers que sur 7. Par contre, si on comptait l'Europe tout entière, y compris les Anglais, on serait deuxième à la place des États-Unis. On n'est pas si mauvais que ça, à condition qu'on se prenne tous par la main sur les sujets qu'on a en commun. Et le climat, c'est un sujet qu'on a en commun. La souveraineté de l'Europe et l'Angleterre comprise, c'est un sujet qu'on a en commun. Donc on peut se prendre par la main. Et dans ce cas-là, on n'est pas si mauvais que ça. Alors, un dernier mot. Julie Galland disait hier qu'on était sur l'année de l'ingénieur. Ça vous parle, je pense. Est-ce que ça fait plaisir? Voilà, déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, cette année de l'ingénieur, comment la fêter, comment la mettre en avant? On a beaucoup de jeunes ici qui sont présents, qui sont des jeunes étudiants ingénieurs, des jeunes qui veulent le devenir aussi. Il y a un avenir pour l'ingénierie en France. Voilà. L'avenir, il est immense. On n'a jamais eu besoin d'autant d'innovation que ce dont on a besoin en ce moment. Jamais, jamais dans l'histoire de l'humanité, on en a eu autant à faire. Donc, pour des ingénieurs, pour des techniciens, il y a un champ immense. Et ce qu'il faut aussi, c'est l'année de l'ingénieur, c'est aussi pour essayer de convaincre les jeunes filles qui pensent que leur cerveau n'est pas bien fait pour ça, que c'est plutôt un truc pour les mecs, etc. Les convaincre que non, c'est fait pour tout le monde. Elles ont le même cerveau, on a tous le même cerveau. On est tous capables de faire des maths, de faire de la physique, de faire de la mécanique, de la chimie, etc. Et d'apporter sa valeur au pays, à l'Europe, à la planète, sur les problèmes urgents qu'on a tous à traiter ensemble. Merci. Merci Patrick Pellata pour cette intervention dynamique et aussi d'ingénieur et aussi d'implication par rapport à la décarbonation. Vous avez un parcours évidemment très impressionnant, travaillé dans différents secteurs, dont l'automobile. Et vous continuez à prêcher la bonne parole aussi, mais d'un côté positif et en tenant compte en fait aussi de cet écosystème, notamment Grenoble, dont vous avez très bien parlé. Merci à tous et bonne journée. Au revoir sur Tech Fest. Et merci.